That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui de Raymond Queneau via un livre, via une collection. La collection, c'est Le cinéma des poètes. Le livre, c'est Queneau et le cinéma. Et pourquoi? L'autrice est là, Marie-Claude Cherki. Le livre, il est ici. Voilà. Et Marie-Claude a accepté cet entretien. Merci beaucoup à vous d'être là. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien et j'espère que vous aussi. Et je suis contente d'avoir été invitée à parler de Queneau. Exactement. Alors, je rappelle, et je ne triche pas, hein, c'est dans 4e de couverture, que vous êtes docteur en littérature française, licencié en cinéma et littérature comparée de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, et vous avez soutenu une thèse, Raymond Queneau, c'est très important dans votre vie, vous avez soutenu une thèse sur Raymond Queneau, et vous avez par ailleurs publié des articles et donné des conférences sur le sujet et sur d'autres aspects de l'œuvre de Queneau ou de Loulipo. Ça, on va parler aussi de Loulipo. Alors, avant de commencer, je salue bien évidemment Carole Aurouet pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et je voulais savoir, moi, dès le départ, avant qu'on parle de l'intériorité du livre, de la structure, de tout ce qu'il y a dedans, quand est-ce que vous avez croisé l'œuvre de Queneau? Par quel biais? Quel truchement? Vous aviez quel âge? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été une évidence pour vous? Voilà, j'ai envie de savoir d'où vous venez par rapport à Queneau. La première fois que j'ai rencontré l'œuvre de Queneau, je pense que ça devait être l'école primaire avec les exercices de style. Puis au collège, par le truchement d'une amie qui m'avait fait découvrir Zazie. Et puis, ça a dormi pendant quelques années jusqu'à ce qu'à l'université, des professeurs que j'adore, et je suivais les cours à ce moment-là de monsieur Daniel Delbrey, nous initient en licence de lettres à l'œuvre de Queneau. Et à ce moment-là, je venais d'une licence de cinéma à Paris 3 et je découvre d'abord l'œuvre romanesque, poétique de Queneau qui est énorme et magnifique. Et je découvre en même temps qu'il avait une activité pour le cinéma énorme, qu'il avait une activité énorme. Et je découvre un petit programme, mais je le découvre trop tard. En fait, j'ai raté la programmation. Pendant quelques mois avant, il y avait eu un hommage au cinéma de Queneau. Un hommage qui avait été fait dans un cinéma avec un très joli programme par un admirateur de Queneau et un cinéphile, un homme qui s'appelle Pierre David. Et je découvre trop tard ce programme, mais il devient pour moi une sorte de sésame. Je me dis, il y a quelque chose à faire sur Queneau. Et quand je suis arrivée en maîtrise, j'ai proposé ce sujet et mes professeurs ont dit, mais bien sûr, il n'y a rien vraiment encore qui a été fait à l'université sur le cinéma de Raymond Queneau. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai continué, à l'époque on appelait ça DEA, maintenant dit Master 2. Et puis j'ai engagé ensuite une thèse sur le cinéma de Raymond Queneau, écrivain de cinéma. Et pendant toutes ces années de recherche, j'ai participé aussi à des colloques, j'ai écrit des articles. Et grâce à ce groupe universitaire et grâce à l'association des amis de Valentin Bru, qui était l'association des amis de Queneau en fait, eh bien, j'ai été encouragée à poursuivre et je suis allée jusqu'au bout. Et voilà. Et j'ai découvert le monde merveilleux de Queneau et en même temps tout ce qu'il avait fait sur le cinéma et qui est passionnant. Alors, et ensuite, grâce à Carole Aurouet, j'ai poursuivi avec cette collection. C'est ça, c'est que hors caméra, je vous disais que j'aimais bien discuter avec des personnes qui avaient pris 3-4 mois pour écrire un livre et ça m'intéressait. Et vous m'aviez gentiment recadré en disant oui, bon, 3-4 mois, c'est peut-être pas ça, c'est plutôt 20 ans. Et ça m'intéressait parce que vraiment, là, 20 ans quand même. 20 ans à travailler sur Queneau. Avant que j'aboutisse, oui. J'avais d'abord fait un énorme débroussaillage, j'ai abandonné pendant quelques années, j'ai repris à partir du moment où j'ai repris mon travail sur la thèse. Il y a bien eu une dizaine d'années en tout jusqu'à l'aboutissement, avec vraiment 7 années de travail acharné. D'accord. Et est-ce que
Parce qu'on n'a pas idée vraiment quand c'est ça qui est paradoxal, c'est que nos cinémas tout de suite on pense à Zazie dans le métro, mais il y a autre chose, il y a beaucoup plus de choses et en fait ce Zazie dans le métro, ce que j'ai envie de vous demander c'est est-ce que c'est vraiment représentatif du style Queneau dans dans le rapport au cinéma? Alors, bien que Queneau n'ait pas collaboré à cette adaptation de Zazie de Louis Malle, hein, je pense que pour ce qui est de la traduction de l'écriture de Queneau, de son monde en un monde visuel, c'est une grande réussite. J'ai toujours aimé ce film, j'admire énormément le travail qui a été fait par cette équipe, parce qu'il y a Louis Malle, mais derrière il y a le plasticien, son nom m'échappe, qui a fait un travail énorme il y a le décorateur aussi, Bernard Évin, il y a le musicien, il y a ces acteurs exceptionnels, il y a un travail formidable, vraiment d'équipe, et qui a été fait en tellement peu de temps. Quand le roman Zazie sort, on est en 59, le film sort en 1960, et d'avoir en si peu de temps réussi à capter l'esprit de Queneau, l'esprit de ce roman, le traduire en images, produire le film, le réaliser, le monter, trouver tous ces acteurs, pour moi c'est une réussite indéniable. Il est toujours aussi beau, on peut le revoir, il est restauré régulièrement, il est éblouissant. Il est éblouissant, mais est-ce que c'est une véritable porte d'entrée pour connaître le rapport, pour connaître ce qu'a légué Queneau dans le milieu du cinéma? Il est différent de ses productions pour le cinéma. Alors, il faut savoir que Queneau a surtout produit des textes pour le cinéma et pas toujours des textes tournés. Il y en a un certain nombre qui étaient tournés et ses plus grandes réussites pour moi sont ses réussites dans le genre documentaire, c'est-à-dire les commentaires qu'il a écrits pour Arithmétique de Pierre Cast et par exemple le commentaire en vers qu'il a écrit pour Le chant du styrène d'Alain Resnais. Pour moi, c'est vraiment ses plus grandes réussites, peut-être avec le commentaire de Saint-Germain-des-Prés aussi et de Champs-Élysées. Et sinon, il y a énormément de textes qui n'ont jamais été tournés, hein, des projets de scénario. Et puis, il y a les critiques, ces textes sur le cinéma. Et ces textes sur le cinéma ressemblent en tout point à tous ces textes critiques qu'il a écrits, hein, sur la langue. Il réfléchit sur le langage du cinéma, sur l'image, sur le pouvoir de l'image, sur la magie du cinéma, autant qu'il réfléchit à la langue. Hein. Par exemple, on peut trouver certains de ces textes dans Bâtons, chiffres et lettres. C'est aussi un théoricien de l'image, du cinéma, de l'image en général, et des langages, pas seulement de la langue et de la langue française, mais du pouvoir du langage en général. Et Zazie, c'est une porte d'entrée formidable pour l'œuvre de Queneau parce que c'est une réflexion sur le langage, la destruction du langage, le pouvoir du langage. Et voilà. Alors, il y a d'autres portes qui sont possibles aussi, hein, sur le langage de Queneau, mais c'en est une importante et amusante et accessible. Quand on lit le livre, je le rappelle, Queneau et le cinéma, très vite on comprend que le cinéma entre dans la vie de Queneau alors qu'il est petit, qu'il est gosse, que c'est un enfant. Tout petit, oui. Oui. Il est d'abord un spectateur, puis un cinéphile, et il va particulièrement aimer, comme beaucoup de ses contemporains, ceux qui sont devenus les surréalistes comme lui, c'est le cinéma muet, d'abord c'est Charlot, c'est les burlesques, c'est les petites femmes de Max Linder, pas Max Linder. Les Battling Beauties. Les Battling Beauties de Max Sennett, excusez-moi, j'ai eu un petit trou de mémoire. Je vous en prie, je vous en prie. Et puis ensuite, le grand cinéma muet des années 10 et des années 20, les serials de Feuillade, et puis les grands cinémas, le cinéma américain, le cinéma russe, le cinéma allemand, le cinéma français muet. Il fait des listes des films qu'il voit et il est un grand admirateur du cinéma muet.
Et puis, il sera un peu plus tard un grand admirateur des comédies américaines des années 30, des années 40, de la figure d'Alice Faye, des comédies musicales. Il aime le cinéma populaire et il aime aller au cinéma. Pour lui, être au cinéma, être dans la salle de cinéma, c'est extrêmement important et ça, il le raconte d'une manière magnifique, surtout dans 2 romans qui s'appellent Loin de Rueil et Un rue d'hiver. Il y a des scènes entières et parfois des chapitres entiers qui se passent au cinéma et qui sont merveilleux. Et je crois qu'on a rarement aussi bien parlé du cinéma en littérature. Vous qui avez travaillé 20 ans sur l'œuvre de Queneau, comment vous pouvez expliquer aujourd'hui, vous le dites dans le livre, mais comment vous pouvez expliquer aujourd'hui ce rapport qu'il entretenait avec le cinéma qui est un rapport vraiment très, très, très sanguin, c'est assez particulier. Comment on peut l'expliquer? Est-ce que le cinéma a eu des répercussions sur sa production littéraire aussi? Oui, forcément. Alors, d'abord, je vais répondre à la première partie de votre question. Son rapport au cinéma, bon, il est multiple, mais comme beaucoup de poètes de son époque, il a une écriture extrêmement exigeante et Queneau vit très mal de ses œuvres. Il a un emploi chez Gallimard, mais le cinéma aussi est d'un apport financier assez conséquent pour lui. Quand un projet aboutissait, en général, c'était pour lui bien rémunéré, qu'il soit conseiller ou qu'on lui demande de corriger un scénario, d'être relecteur, de donner des conseils ou d'écrire des dialogues. Par exemple, les dialogues de La mort en ce jardin, qui ont été grandement coupés, hein, il ne reste pas grand-chose. Bon, c'est quand même, pour lui, il y a un aspect cinéphile, il aime ça. Ça lui fait plaisir de travailler avec d'autres, je crois. Avec René Clément, il a entretenu vraiment une amitié. Il a très bien travaillé avec Jean-Pierre Mocky. Bon, ça se fait aussi par relation, des fois, par à-coup, sans forcément chercher à travailler dans le cinéma. Et souvent, à la demande de réalisateurs ou de scénaristes, on vient le chercher grâce à ses œuvres, grâce à ses romans, parce qu'on connaît aussi son amour du cinéma. Et puis, il y a l'aspect cinéphile, bien sûr, et il y a l'aspect homme de tous les langages. Et comme comme le cinéma est un langage nouveau, qui naît quasiment en même temps que lui, cette génération, elle est née en même temps que le cinéma. Et c'est le langage de leur époque. Et comme Queneau est quelqu'un qui questionne tous les langages, il s'intéresse forcément à l'esthétique du cinéma et il s'en sert, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, ça va nourrir aussi alors ses articles critiques, hein, mais ses romans et sa poésie. Il parle aussi de cinéma en poésie. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que quand on voit les collaborateurs avec qui il a travaillé, enfin les cinéastes, pardon, avec qui il a travaillé, comme vous les avez nommés, Pierre Cast, Mocky, mais aussi Marcel Pagliero, Clément, enfin, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé avec des cinéastes qui ont été hués, critiqués par la nouvelle vague dans les années 50 et par des cinéastes qui font partie un peu de cette nouvelle vague, ou alors qui sont en satellite, comme Mocky par exemple, et ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui il n'y avait pas de programme dans son travail pour le cinéma, c'est-à-dire qu'il a travaillé avec ceux qui le sollicitaient. Donc effectivement, on trouve des gens très à la pointe, comme Pierre Cast, comme Alain Resnais, qui a toujours été un chercheur. On va trouver un cinéma plus attendu, même si c'est pour moi un cinéma de grande qualité, le cinéma de René Clément qui a fait des films magnifiques. Il va travailler là où il va trouver quand même un intérêt formel et esthétique. Hein. Il a souvent refusé des projets qui ne devaient pas lui sembler
intéressant. Et quand ça s'est concrétisé, en général, il nous reste des travaux de grande valeur, mais très divers, très divers. Mais il ne planifiait rien. Ce n'était pas quelqu'un qui appartenait à un groupe. Vous savez qu'il a très vite quitté le groupe surréaliste. Hein, il n'aimait pas les mots d'ordre. Eh bien, ça a été la même chose pour le cinéma. Et je crois que si on l'avait cantonné à un type de cinéma, il n'aurait pas aimé cela. Et alors, le résultat est un travail très éclectique avec des gens venant d'horizons très différents. Parfois beaucoup plus jeunes que lui, d'ailleurs. Ouais. C'est drôle parce que j'avais reçu ici chez Microcidé une consoeur à vous, Christelle Reggiani, qui était venue parler de Pérec, si je ne me trompe pas. Et elle me disait exactement la même chose que vous, c'est-à-dire que Pérec, ayant des difficultés à vivre de sa plume, le cinéma l'avait beaucoup aidé aussi. Bien sûr, bien sûr. Il y a de cet aspect-là. Comment fait-on, c'est une question provocatrice, hein, mais comment fait-on pour travailler sur Queneau sur un petit format après avoir travaillé pendant 20 ans? Comment on fait pour trouver les pistes parce que c'est pas un essai, enfin c'est pas de la vulgarisation, je tiens à le préciser. Non, c'est autre chose. Voilà, c'est une collection très exigeante. Exactement. Et comment on fait pour travailler comme cela? Comment on fait pour travailler cette structure? Forcément, quand on est passé par une thèse, il faut développer, mais avant, il faut construire un plan et donc forcément avoir un esprit de synthèse. Ensuite, bien sûr qu'il faut faire des choix, il faut arriver à la fois à tout dire de façon beaucoup plus courte, en essayant de rien abandonner. Au départ, il était 2 fois plus long et Madame Aurouet m'a dit « mais il va falloir en couper la moitié ». Et je n'ai pas voulu sacrifier de grandes parties, hein. Mais alors, j'ai rogné partout. Je suis arrivée à ce résultat. Ça a été dur. Ça a été dur. Mais qu'est-ce que vous avez voulu, qu'est-ce qui était pour vous évident, pour le coup, peut-être de conserver? C'était quoi qu'il fallait conserver pour le coup? Alors, je sais que, excusez-moi, je ne l'ai pas relu depuis un certain temps. Le mien, je ne me lis pas tous les jours. Mais je me souviens que je n'ai pas voulu laisser de côté des aspects évidents, c'est-à-dire que j'ai essayé de traiter son travail pour le cinéma, les films qui existent, de parler des textes, au moins de les citer très très rapidement, mais de dire qu'ils existent, les textes de cinéma qui n'ont pas abouti, de parler de l'aspect critique, et puis de parler de sa cinéphilie. Et voilà, j'ai essayé de conserver quand même tous les aspects pour traiter de Queneau, ce poète du cinéma qui était à la fois un poète spectateur et un poète écrivain. Son rapport en tant que regardeur de films et analyser des films, vous disiez en gros que c'est plutôt un écrivain de cinéma qu'un critique de cinéma. Ces textes sont différents. Oui, c'est plutôt un écrivain de cinéma qu'un critique. Il nous a laissé, par exemple, quelques critiques de films. C'était plutôt, je dirais, des lectures de films. Il a toujours écrit en soutien à des films. Par exemple, un très beau texte sur Rendez-vous de juillet de Becker. Il s'est toujours refusé à être un critique professionnel, c'est-à-dire que les très rares critiques négatives, elles n'ont pas été publiées de son vivant. Elles sont restées inédites très très longtemps. Par exemple, il n'avait pas du tout aimé un film de Clouzot qui s'appelle Manon. Il a ses raisons, il les explique et très longtemps ce texte est resté inédit. Il ne voulait pas en faire profession. Mais pourquoi, selon vous? Pourquoi? Je crois qu'il ne l'a pas fait non plus pour la littérature, où ce n'était pas son métier. Il écrivait en soutien, il écrivait des préfaces, il écrivait des articles qui montraient son enthousiasme pour des œuvres écrites ou des œuvres filmées, mais il ne faisait pas cette profession de critique. Il a quelque temps travaillé dans les journaux quand il était jeune, mais il ne se livre
peu personnellement. Et je pense que ce qu'il avait à dire sur le cinéma, il l'a dit dans ses romans, dans sa poésie, dans ses textes esthétiques. Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant et qui, à mon avis, il faut absolument que vous en parliez. C'est que, est-ce que Raymond Queneau, à un moment ou à un autre, s'est dit pourquoi pas moi? C'est-à-dire pourquoi ne pas fabriquer mes propres images? Il l'a fait. Eh oui. Alors, il l'a fait à la demande d'Henri Langlois. Henri Langlois avait initié un festival à Antibes, le festival du film de demain. Et il avait demandé à des personnes non cinéastes ou des personnes qui ne faisaient plus vraiment partie du milieu du cinéma ou pas du tout, de réaliser des petits films qui seraient montrés, des films d'artistes, hein, pas forcément des films de cinéastes. Et puis Raymond Queneau a donc réalisé un petit film en 16 mm, noir et blanc, muet, qui s'appelle Le lendemain. Nous avons le texte, le synopsis, on sait à quoi ressemble le film, mais malheureusement le film est perdu et pour l'instant nous n'avons pas trace de ce film. Et est-ce qu'on a des traces de celles et ceux qui l'auraient vu, qui en auraient parlé, qui auraient écrit sur ce film? Ce sont les seules traces qu'on a. On a une ou deux critiques de l'époque. Je n'ai plus les noms tout à fait en tête, mais effectivement, le film a été vu et il nous reste un ou deux documents de critiques de l'époque. Et puis le texte de Queneau lui-même, hein, son synopsis, le découpage avec synopsis. Et puis c'est tout. C'est tout ce qui nous reste pour nous faire une idée de ce film. Alors, j'ai ma petite idée. Soit il est vraiment à la Cinémathèque dans une boîte non identifiée et que le film qui visiblement, d'après la correspondance de Queneau, n'avait pas de générique et était surexposé, il est possible que ce film n'ait pas été identifié et qu'il existe encore. Ou alors il n'existe vraiment plus. Et dans les nombreuses destructions de bobines de films, parce que ça, il y en a eu et bien, il n'existe vraiment plus. Il n'existe vraiment plus. Est-ce que aujourd'hui, il y aurait, selon vous, hein, peut-être, des connexions, des inspirations de l'œuvre de Queneau avec le cinéma français? On va dire le cinéma français d'aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez parfois des petites connexions dans le travail sur le langage, comme vous le disiez au début de l'émission, avec le cinéma français d'aujourd'hui? Avec certains films, c'est possible. Ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'il n'ait jamais travaillé avec Jacques Tati, par exemple, pour lequel il avait une grande admiration. Et il y a toujours cette tendance dans le cinéma français, il existe toujours un cinéma un peu burlesque, un cinéma de l'image, pas seulement chez les Français, peut-être aussi dans le cinéma belge, et je crois que oui, dans le documentaire aussi, je crois que quelqu'un, par exemple, comme Agnès Varda, qui a fait des docu-fictions très poétiques, garde aussi la trace de ces films comme Champs-Élysées, comme Le Chant du Styrène, comme Arithmétique, qui étaient des documentaires poétiques. Il y a un cinéaste français qui s'appelle Antonin Peregiatko, qui fait des comédies très particulières, dont La fille du 14 juillet, je crois, etc. Ou La loi de la jungle, si je me trompe pas. Et il y a dans La fille du 14 juillet, ce qui est assez fascinant, c'est que la vitesse, le débit de parole est accéléré délibérément. Et donc, il y a comme ça un véritable travail aussi sur ce qu'est le rythme, ce que la langue et le rapport entre le rythme et la langue. Et je ne sais pas si vous avez vu ce film, non, mais j'aimerais bien les voir. Oui, c'est un nom que j'ai déjà vu dans les revues et tout, mais je n'ai pas vu les films. Mais je pensais par exemple à... Je me souviens d'un film burlesque avec un duo belge et ce film s'appelait Rumba. C'était il y a quelques années. Ah, d'accord, ok, je vois très bien. Là, voilà, ça peut...
D'accord, je vois très très bien alors je n'ai plus en tête malheureusement le binôme, ce nom il y Peut-être a un qu'il homme, y une a femme. des cinéastes un peu expérimentaux qui doivent aussi beaucoup à cette époque encore. Hmm. Je rappelle donc, c'est Queneau et le cinéma, édité chez Nouvelle Édition Place, dans la collection Le Cinéma des Poètes. Et vous pouvez trouver dans le descriptif de cette vidéo un lien, vous cliquez dessus et ça vous renvoie directement au site de la maison d'édition et surtout au livre, comme ça vous pouvez vous le procurer. Et c'était Marie-Claude Cherki, qui était venue pour nous en parler. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, Merci beaucoup. je crois qu'il y a encore pas mal de choses. D'ailleurs, on a dit pas peu, 2-3% du livre. Il y a encore plein de choses à. Enfin, c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous procurer le livre. Et je pense qu'il y aura aussi, ça vous donnera aussi de voir ou de revoir Zazie ou d'autres films dans lesquels a participé Raymond Queneau. C'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.